Nous partirons principalement d'une lettre de 1877 dans laquelle Don Bosco reprend un discours qu'il avait prononcé pour exposer la méthode préventive et ses trois piliers, la raison, la religion et l'affection. Nous les parcourrons assez rapidement, en une vingtaine de minutes, et j'invite les auditeurs à approfondir les quelques jalons que nous allons poser, notamment en se tournant vers les ouvrages de Jean-Marie Petitclerc, un authentique prêtre salésien, lui, éducateur de terrain depuis plus de 40 ans. Commençons par ce que saint Jean Bosco nomme la méthode préventive. Il l'expose donc dans ce texte de 1877, un texte trop court. Il s'agissait dans son esprit de la table des matières d'un futur ouvrage, mais qu'il n'a pas pu rédiger, mais qui décrit bien l'approche générale de l'éducation par Don Bosco. Et Don Bosco, il distingue deux méthodes. La première, dite méthode répressive, est la plus commune. Elle est en fait l'application pour l'éducation des enfants de la vie d'une société d'adultes. L'autorité énonce la loi et laisse vivre les membres de la société comme ils le souhaitent, tant qu'ils n'enfreignent pas la loi. En cas de non-respect de la règle, le délinquant reçoit une sanction. Don Bosco vit déjà à l'époque moderne, qui a remplacé la recherche du bien objectif par la soumission à la loi comme mesure suprême de la moralité. En fait, on part du principe que l'homme est bon de nature, que la conscience de l'enfant est déjà formée ou presque, que le respect de la règle de comportement ou de travail est normal, et on ne se préoccupe des personnes que lorsqu'elles s'écartent de la voie tracée par la règle. Dans ce système, l'autorité est assez distante, et n'intervient donc qu'en cas d'infraction, un peu comme les gendarmes qui constatent la vitesse des automobilistes au radar et envoient des motards rattraper le contrevenant. Et toujours aujourd'hui, nos écoles et nos esprits sont imprégnés de cette approche. Il suffit d'avoir assisté à quelques conseils de classe ou observé la surveillance d'une cour de récréation pour le constater. Combien de professeurs, pas tous bien sûr, mais combien de professeurs considèrent normal l'élève qui travaille et se tient sagement en classe, qu'il est tellement normal qu'il agisse ainsi qu'on ne voit pas pourquoi il devrait être félicité ou récompensé. Il a obéi à la loi, il est normal, on ne s'en préoccupe pas. On ne se préoccupe pas de l'élève tant qu'il ne perturbe pas le cours, qu'il ne dérange pas le cadre. Combien de surveillants attendent la faute pour fondre sur leurs élèves? Parfois, on comprend ou on devine qu'une situation va dégénérer, et pourtant on attend qu'elle dégénère effectivement pour se déplacer et punir l'enfant qui a fait simplement ce qu'on avait deviné qu'il ferait. Et je ne jette pas la pierre parce que, même si je lutte contre moi-même, je suis imprégné de cette façon de faire. Il y a 2 ou 3 mois, une éducatrice vient me voir en m'expliquant que nous soupçonnons une élève d'avoir préparé une anti-sèche pour une évaluation. Et elle me demande que faire. Je lui réponds d'attendre, de prévenir le professeur, qui surprendrait sans doute l'élève. Et le cas échéant, nous pourrions la sanctionner. Comme nous ne sommes pas des brutes, nous prendrions le temps de bien expliquer à l'élève en quoi elle avait mal agi et en quoi sa sanction était juste. Un juge m'aurait sans doute approuvé, j'attendais que les faits soient établis, les preuves irréfutables, pour poser une sanction proportionnée qui chercherait à être éducative. Mais Saint Jean Bosco m'aurait jugé piètre éducateur. Ou plutôt, il m'aurait expliqué avec douceur et patience combien le respect de ma petite procédure pénale était l'exact contraire de sa méthode. Pourquoi? Parce que la préoccupation de Don Bosco n'est pas de corriger le mal commis par ces jeunes, mais de leur éviter de commettre ce mal. D'abord pour qu'ils ne s'abîment pas en péchant, mais aussi parce qu'il connaît la nature humaine, et celle de l'enfant en particulier, et qu'il sait bien qu'il est plus sûr de prévenir que d'essayer de guérir. Je lui laisse la parole pour décrire cette méthode. Toute différente, j'allais dire opposée, est la méthode préventive qui consiste à faire connaître les ordonnances et les règles d'une institution et à surveiller ensuite les élèves de telle sorte qu'ils demeurent toujours sous le regard attentif du directeur ou des assistants. Ceux-ci leur parleront en pères affectueux, leur servant de guide en toute éventualité, leur prodiguant des conseils et redressant leurs écarts avec bonté. Cette méthode consiste donc à mettre les élèves dans l'impossibilité de commettre des infractions. Fin de citation. Pourquoi cette approche est-elle préférable? Don Bosco énonce 4 arguments que je reprends dans un ordre différent du sien.
Premier argument ou première raison, tenir compte de ce que Don Bosco appelle la mobilité de l'enfant. La perception du temps, la mémoire, la prudence, tout cela se met en place en fait tardivement et progressivement chez l'enfant, qui a la capacité d'oublier en quelques secondes les règles qu'on lui a données et les conséquences auxquelles il s'expose s'il désobéit à ces règles. Imaginons une expérience. Indiquer à une classe de sixième, au début de l'année, que les jeux de balles sont interdits en classe, ce qui est une bonne règle. Une semaine après, placez une balle au milieu de la salle et retirez-vous. Combien de temps faudra-t-il pour qu'une partie commence et même que rapidement, les élèves s'amusent à taper de plus en plus fort pour faire valser les tables et les chaises? Selon les lieux, entre 10 secondes et 10 minutes. Ces sixièmes sont-ils malfaisants, poussés par le désir de casser ou de désobéir? Pas du tout. Une occasion de jeu leur a été donnée et immédiatement, tout le reste a disparu. Ce sont des enfants. Cette première raison est particulièrement valable pour les petits-enfants et pour beaucoup de jeunes jusqu'à la fin du collège. La mobilité, comme la spontanéité, s'atténue en général avec le développement de la maturité. Les trois autres arguments demeurent pertinents pour tous les âges, y compris pour l'âge adulte. Deuxième raison, deuxième argument donc, ne pas irriter les enfants, dit Don Bosco. Cela pourrait paraître un peu démagogique. On pourrait répondre qu'il faut bien que les enfants apprennent la frustration et que, contents ou pas, s'ils ont mal agi, ils sont punis. C'est ignorer le fonctionnement de l'enfant, de l'acte humain en général, et je renvoie à la présentation qu'en a faite François-Xavier Clément, notamment sur Radio Maria. Commencez par affoler les sens internes de la personne qui se sent menacée, puis attiser une passion comme la colère, et vous êtes sûr de vous fermer l'accès et à son intelligence et à son cœur. Troisième raison, je cite, la méthode répressive peut réfréner le désordre, mais elle aura de la peine à amender les délinquants. Parce que la plupart du temps, dans un système répressif, les personnes vont éviter l'infraction par peur de la sanction. Et quand l'occasion leur est donnée de transgresser la règle, par exemple en cas d'absence du représentant de l'autorité, ils s'en saisissent allègrement. Et lorsqu'ils sont attrapés et châtiés, il ne reste qu'un sentiment d'injustice et donc du ressentiment envers l'adulte qui, selon leur perception, a mis fin à leur liberté. On peut la lier, cette troisième raison, à la quatrième qui expose que la méthode préventive forme des élèves réfléchis parce qu'en les conseillant et en s'adressant à leurs raisons, l'éducateur va permettre aux jeunes de saisir l'intérêt de la règle.